On va passer, donc, on a ajourné l'autre réunion. Donc, on a fait l'ouverture de la séance et on adopte l'ordre du jour maintenant, n'est-ce pas? En fait, il faudrait prévoir la réouverture. Il faut prévoir la réouverture. Qui propose ce donc? La réouverture de la séance extraordinaire, la deuxième. Alors, Carole et Thérèse. Alors, donc, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, j'ai quelques modifications. Donc, Oui. en fait, les points 10.05 et 10.06, intitulés respectivement « Demande de dérogation mineure relative à la hauteur de 3 habitations trifamiliales et au nombre de cases de stationnement sur le lot 6 323 993 rue Cimetière » et d'indiquer qu'un nouvel avis public sera publié au moment opportun. Ça, c'était pour le 10.05. Le 10.5, le 10.6, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, relative à la construction de 3 habitations trifamiliales sur le lot 6 323 993, sur la rue Cimetière. Donc, c'est 2 points qui sont retirés. Et aussi, en fait, conformément à l'article 325 de la loi sur les cités et villes, et puisque tous les membres du conseil sont présents et que tous consentent à l'ajout d'un point à l'ordre du jour, donc d'ajouter le point 10.11, intitulé « Mandat à un organisme pour effectuer un guide architectural favorisant l'intégration de nouvelles constructions et modifications sur le territoire de la ville ». Donc, ça serait un ajout au point 10.11. Et en fait, je voudrais juste confirmer que tous consentent donc, pour faire l'ajout. Donc, est-ce que... Donc, on parle ici de l'ajout concernant... Le mandat à la firme Arpan, effectivement. Donc, au point 10.11. Et on avait aussi une demande d'ajout d'un point pour une subvention au niveau d'un centre communautaire. Donc, je voulais savoir si les membres du conseil sont d'accord avec l'ajout à l'ordre du jour. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, dans ce cas-là, le point ne sera pas ajouté à l'ordre du jour, ne sera pas débattu et aucune question pourra être ajoutée, pourra être posée à cet égard-là. C'est un point qui pourra être débattu éventuellement. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être débattu et on peut attendre donc un débat sur cette question-là. Donc, donnez le conseil l'opportunité d'avoir ce débat, monsieur le maire. Donc, si ça... Le règlement, c'est qu'il faut l'unanimité de tout le monde. Donc, vous allez à l'encontre de tout le monde du conseil qui veut que ce soit sur l'ordre du jour et qui veut le débattre. Tout à fait. Donc cela veut dire qu'on a la possibilité d'avoir une subvention pour les organisations communautaires de 100 000 dollars pour un investissement de 700 000 dollars. Vous êtes contre 7 500 et vous êtes contre. Je pense avoir des arguments très importants à faire valoir à tout le monde et que, compte tenu du temps et de tout le reste, je pense qu'il y a des arguments très importants qui méritent d'être discutés et de prendre le temps d'en discuter. Donc, malgré le fait que ça peut empêcher les organisations communautaires de faire la demande de subvention? Je pense fondamentalement, si vous voulez que je donne mes raisons, je pense que j'en ai plusieurs, mais fondamentalement, il y a un problème ici de rôle fiduciaire. Qui est le fiduciaire au bout de la ligne? Et je pense que le rôle fiduciaire dans les décisions importantes qui sont prises pour la collectivité, c'est le conseil municipal, c'est la ville qui en est responsable. Et qu'un rôle fiduciaire ne peut pas être donné en impartition. C'est un débat important qu'on doit avoir. C'est un débat qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, mais je pense que c'est important de l'avoir. Je ne pense pas qu'on puisse donner des chèques en blanc sur le rôle fiduciaire d'une municipalité. Donc, je ne vais pas faire le débat. Je dis simplement que je veux que ce débat-là soit fait en janvier. J'aimerais avoir la parole, monsieur le maire. Non, je pense qu'on ne fera pas de débat là, sur cette question-là. Ça prend l'unanimité pour mettre le sujet à l'ordre du jour. Mais moi, je voudrais juste recadrer vos propos. Le rôle fiduciaire de la municipalité n'est pas du tout remis en question ici. Je ne veux pas faire le débat, Mme Lebel, pardon. Je ne veux pas faire le débat. Par la communauté d'une demande de subvention au PPI que la municipalité ne peut pas faire. Et on demande un appui de 7 500 sur une valeur de 100 000 $. Je ne veux pas faire le débat. J'ai dit que c'est un débat qui mérite une discussion approfondie et sereine.
Alors, donc, Donc, ça prend un proposeur et un secondaire pour appuyer l'ordre du jour avec les 2 retraits et l'ajout du point 10.11. J'ai une demande concernant l'ordre du jour. Oui. Je ne sais pas si je peux le faire, Pascal, tu me guideras. Moi, je demande le retrait de l'intégration de la corporation, le point 7.1, étant donné qu'on n'a eu aucun document à l'étude. Je ne Bien. suis pas en mesure, le Conseil, à mon sens, n'est pas en mesure de prendre une décision sur ce point. il y a un document qui a été... Je demande diffusé. le retrait, s'il te plaît. Vous pouvez demander le retrait. Est-ce que les autres membres du Conseil sont d'accord pour le retrait du point à l'ordre du jour? Alors, est-ce qu'il faut que ce soit secondé, la demande de retrait? En fait, l'ordre du jour doit être adopté, donc il doit y avoir une proposition et il doit être proposé et secondé. Si on veut retirer un point, bien, il doit aussi être proposé et secondé. Donc, le point doit être proposé et secondé. Alors, il Si est proposé. le retrait est proposé et secondé, à ce moment-là, il y aura on Un pourrait vote. demander un vote. OK. Question Alors, de est-ce qu'il modifier est l'ordre du jour. secondé? Est-ce qu'il est secondé? Non. Alors, il n'est pas secondé, donc le point est toujours à l'ordre du jour. Voilà. Donc, on revient avec l'adoption l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait des 2 points 10.5 et 10.6 Oui. et l'ajout du point 10.11. Qui propose, seconde? Marie-Josée et Marc-André. Alors, l'examen d'adoption du procès-verbal de la rencontre. Qui propose, seconde? En fait, oui, non, c'est bon. Excusez-moi. Allez-y. Proposeur secondaire. Adoption de l'ordre du jour de la dernière réunion du 7 décembre. Il n'y a personne? Oui. Proposeur secondaire. Qui seconde? Est-ce que je peux seconder? Donc, le procès-verbal, en fait, ça prend quelqu'un pour proposer et adopter. Je vais seconder. Robert, parfait. Donc, à ce moment-là, le 3.1, examen et adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre est réglé. 3.2, donc report et examen de l'adoption du procès-verbal du 14 décembre de celle d'aujourd'hui. En Donc, fait, on c'est reporte- simplement puisque le procès-verbal de la séance qu'on vient de se terminer n'est pas rédigé, donc c'est une dispense de déposer le procès-verbal de la séance extraordinaire du budget. Est-ce que c'est Ça doit être proposé et proposé secondé. et secondé? Marie-Josée et Marc-André. Alors, on passe au point 6.1, qui est l'adoption du règlement de la tarification pour le financement de certains Oui, biens. j'ai une petite modification à faire sur en fait, quelques modifications à faire sur le règlement. Donc, vous aviez... Oh, excusez-moi. Ah, Monsieur le maire, vous avez sauté la période de questions du public au point 5. Excusez-moi. La période de questions, je rappelle, doit porter sur les sujets qui sont à l'ordre du jour, puisque c'est une séance spéciale. OK. Donc, est-ce qu'il y a une période de questions qui veut venir au micro? C'est des questions comme les dérogations mineures. Oui. Je veux simplement intervenir pour dire à M. le maire que vous auriez eu amplement le temps, depuis les discussions qu'on a eues sur ce projet-là, de régler la question du rôle Mais fiduciaire. on ne peut pas, Je m'excuse. Monsieur Forêt, on ne peut pas parler de ça. La période des questions, je questionne vos propos. mais mes Dans propos le ne sont cadre- pas, dans mes le propos cadre ne de sont ce pas à l'ordre du jour. conseil-là. Monsieur Forêt, Mais si, mes propos j'ai- ne sont pas à l'ordre du jour. Parfait. D'accord? Mais je vais quand même avoir réussi à vous dire que je trouve tout à fait déplorable l'attitude que vous avez par rapport à vos membres du Conseil. Vous pourriez vous rallier aux 6 personnes Monsieur Forêt. de votre équipe. Monsieur Forêt, Simplement vous dire ça. Next. C'est au sujet des dérogations mineures, chemin Smith Hill. oui. Je ne sais pas si tu pourrais mettre le petit graphique, Pascal, s'il te plaît. Le nom? Pouvez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Christopher Houghton.
sera pas bien long. Smith Hill, c'est quel point là du jour? 10.4. Voilà. Nous y sommes. 10.4. Oh, non, on ne nous y sommes pas du tout. J'y suis. Alors, nous y sommes maintenant. Bon, la raison pour la dérogation mineure, c'est qu'ils voulaient une marge de, comment ils appellent ça, une marge de recul de 20,5 mètres au lieu de 60. Ça, j'ai aucun problème avec ça, même si ça fait mon affaire. Moi, mon terrain, en passant, moi, je reste ici. Je suis le voisin de ce terrain-là. Et ça, c'est mon puits qui est là. C'est un puits de surface. C'est ça qui est important. Il va y avoir une chaîne de, je fais ça une chaîne de polissage. Il va être à peu près 50 mètres de mon puits. Le fait que c'est un puits de surface, je ne sais pas si ça fait une différence. Si, parce que la côte, moi je suis à 165 mètres, puis le voisin est à 195. Donc c'est quand même une hauteur, une pente forte. Quasiment 25%, je pense. Donc, je veux juste savoir si le fait que j'ai un puits de surface qui fournit 2 maisons, si c'est problématique. Le cadre réglementaire provincial, c'est un minimum de 30 mètres qui est requis. Puis, on est pratiquement au double. Je disais, on ne peut jamais dire qu'il n'y aura jamais rien, là, tant qu'on ne vivra pas, c'est plate de dire ça, mais l'implantation qui est proposée est parfaitement conforme, même va au-delà des normes minimales qui sont imposées par le gouvernement provincial en matière d'environnement et de fosse septique. Donc, le fait que c'est un puits de surface versus un puits... C'est tenu en ligne de compte dans les normes environnementales, dans le fond. Que ce soit un puits de surface ou un puits artésien, c'est la même norme qui s'applique, il n'y a pas de distinction entre les deux. OK. L'autre chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il y a beaucoup de boisement récemment dans les dernières années. On a remarqué qu'il y a plus d'eau qui coule chez nous, puis du gravier des dernières années. OK? Puis ça a été mentionné dans les commentaires, les recommandations de replanter les arbres sur un chemin, je ne sais pas si tu l'as sur la... Je ne sais pas si la recommandation peut... Toujours sur le même terrain? Oui. C'est le seul graphique qu'on a sur ce terrain, sur ce projet-là. Monsieur, est-ce que je peux parler? Oui. Oui, monsieur Christopher? Christopher, oui. Parlez-vous du chemin carrossable qui permet d'accéder à l'extrémité du chemin, Oui. du lot plutôt, qui s'en va vers le ruisseau du Fur, Oui. du Four. Mais en fait, une des recommandations, c'est de renaturaliser ce sentier-là. Oui. Est-ce que ça va être fait ou c'est juste une recommandation? C'est une recommandation. OK. Parce que là, avec les constructions de la maison, ils vont couper encore plus d'arbres, puis il risque d'avoir plus d'écoulements. C'est juste ça qui m'inquiète. OK. Mais Parfait. il y a des dispositions particulières qui vont être prises. Enfin, on va en discuter tantôt. La décision n'est pas encore prise parce qu'on Oui. doit la regarder au sein du conseil. Mais vous pourrez y revenir tantôt parce que les personnes qui sont concernées par la dérogation peuvent intervenir. OK. Je ne vais D'accord. pas mettre bâton dans les roues pour la construction. Ça, j'ai pas de problème. Des Parfait. marges de recul. C'est juste le puits, puis l'eau qui... Je sais que water's always going to run downhill, mais récemment, c'est pire que dans les années précédentes. Oui. Merci. OK, merci. Oui. I just wanted to add my voice to Marie-Thérèse that the cutting of trees and mature... Excuse me, Marie-Josée, sorry. Oh, God. It's getting late, but that is a matter of great concern to us, and it is something that we are going to address in our discussion. But cutting down mature trees is not something that we feel supportive of. Especially on 30 or 40%. Just wanted to reassure you that it's on our radar. Merci. Merci, monsieur. 6.1, donc, adoption du règlement de tarification. Il n'y a personne d'autre qui était debout. Donc, 6.1, qui propose second? Si vous me permettez, M. le maire, je veux juste faire une petite modification au règlement. Donc, en fait, à l'article 27, l'article 41, l'article 46 et l'article 51, on ajoute on fait un petit ajout.
En fait, présentement, le règlement indique, je vais prendre par exemple l'article 41, donc indique une gratuité au niveau de certificat d'autorisation délivré à la ville ou à un OBNL reconnu par la ville et enregistré au REC, donc au REQ, Registre des entreprises du Québec. Donc, ce qu'on va modifier comme nomenclature, ça va être permis de lotissement délivré à la ville ou à un OBNL reconnu par la ville et enregistré au Registre des entreprises du Québec, ou d'un projet d'habitation qui permet de maintenir l'abordabilité et le caractère non spéculatif des logements qui la composent, en parenthèse, logements sociaux, coopératifs et propriétés à capitalisation partagée. Donc, c'est la même nomenclature qui va se retrouver aux 4 endroits dans le règlement. Donc, il y a une petite modification à faire. Donc, la résolution est d'adopter le projet de règlement avec cette modification. Parfait. Donc, qui propose second? Je propose, M. le maire. Oui. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? On est d'accord? L'avis de motion, le règlement 321. Donc, sur les taxes foncières générales et spéciales et les compensations pour l'année 2023, alors, qui propose second? C'est simplement qu'un avis de motion donné par un membre du conseil. Puis le troisième, c'est un dépôt du projet de règlement. C'est tout, c'est un dépôt? Exactement. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion et qui fait le dépôt? Qui? Pour les deux? Les deux? Oui. Parfait, merci. OK, donc on passe au point 7.1, l'intégration de la Corporation de développement économique de Sutton. Alors, qui propose? Second. Alan? Qui seconde? Marc-André? Je demande la vote, M. le maire. Tu demandes le vote. Qui seconde le vote? Pas besoin de seconder le vote, non. Parfait. Donc, alors, Linda, tu veux t'exprimer là-dessus? Donc, je trouve que je suis obligée de voter contre cette résolution. Parce que si je vote pour cette résolution, selon moi, je serai... c'est quoi le mot que je cherche? Je ne respecterai pas notre code d'éthique et de déontologie. Je remarque qu'une des valeurs qui est intégrale à notre code, c'est prudence dans la poursuite de l'intérêt public. Et la prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. On a entendu cette notion d'une intégration de la Corpo à la ville au mois d'avril. Au mois d'avril, je vous ai envoyé, Monsieur le maire, une courriel qui demande des questions, qui demande l'information. Peut-être c'est la meilleure idée du monde. Mais j'ai aucune idée parce qu'on a reçu presque zéro information. Donc, depuis le mois d'avril, on a eu presque aucune information supplémentaire. Et puis, ça arrive dans le budget, avec peu d'informations. On arrive avec cette proposition de résolution juste la semaine dernière. Et comme je vous ai dit, peut-être c'est le meilleur... Peut-être ça va être super. Moi, j'ai siégé au conseil d'administration du Corpo pendant plusieurs années. J'ai siégé à titre de représentant de la municipalité au Corpo. Mais d'imaginer que je vais voter pour quelque chose pour lequel j'ai presque peu d'informations, c'est quoi les conséquences? Est-ce que la ville maintenant va s'occuper, par exemple, du côté touristique? Oui ou non? Est-ce qu'ils vont garder le même nombre de personnel? Ça va être quoi les impacts sur les finances de la municipalité, pas juste cette année, mais l'année suivante? Donc, si par exemple, quelqu'un m'approche et dit « Oh, Linda, j'ai vu que vous avez voté pour l'intégration dans le Corpo. Pourquoi vous avez fait ça? » Pas sûr. C'est quoi les avantages et les inconvénients? Pas sûr. Donc, pourquoi vous avez voté pour ça? Mais on a reçu une résolution. Donc, mes collègues, si vous trouvez que vous êtes capable d'expliquer à vos citoyens pourquoi vous allez voter pour cette résolution, vas-y, votez pour.
Mais si vous avez des inquiétudes comme moi, je vous suggère en ce moment de voter contre la résolution, d'attendre une note de service comme il faut de notre administration et d'être capable de voter avec l'information nécessaire, par exemple le 18 janvier. Voilà. OK? M'exprimer? Je te remercie pour ton humour, Linda. Pour mon moment. Ton humour, ton flegme anglais. Là. Je vais être un petit peu plus formelle. Le 6 avril 2022, on a eu des discussions. En fait, on nous a déposé un projet de résolution omnibus pour intégrer les opérations de la Corpo dans un cadre municipal et que les membres du Conseil ont majoritairement refusé que ce projet de résolution soit mis à l'ordre du jour de cette même séance publique, cette même journée. Considérant le non-appui à ce projet de résolution, considérant que le non-appui à ce projet de résolution était basé sur le fait qu'aucun rapport ne nous permettait d'en évaluer la portée sur les finances et les opérations de la Ville, considérant que ce projet de résolution a été ajouté à l'ordre du jour de la séance extraordinaire d'aujourd'hui, sans que les membres du Conseil aient eu un rapport d'étude concernant l'intégration de la Corpo au sein des services de la Ville, incluant un plan de développement économique ou un projet de plan de développement économique pour la municipalité, considérant que les membres du Conseil n'ont pas eu la chance de rediscuter de cette intégration à partir du dit rapport, considérant que l'engagement direct par l'entremise de la Corpo de la collectivité d'affaires dans les initiatives de développement local est un impondérable au développement local durable de notre ville. Et ça, c'est basé sur une étude qui a été faite qui s'appelle « Les clés du développement économique local » de l'Institut du Québec. Il donne 7 clés, dont celle de la participation directe de nos organisations d'affaires. Considérant que la MRC joue aussi un rôle régional et local dans le développement économique, considérant que je ne suis pas en mesure d'approuver ou de désapprouver une telle décision par manque d'informations pertinentes, considérant, M. le maire, qu'en vertu de l'article 52 de la loi sur les cités et les villes, le maire voit à ce que soit communiquée aux membres du Conseil toute l'information relative, entre autres, au progrès de la municipalité. J'invite l'ensemble des membres du Conseil, 1, à reporter cette décision, 2, à mandater la direction générale de déposer au Conseil une étude qui démontre un diagnostic de la situation, les objectifs et les clés de réussite de cette intégration-là. Et le cas échéant, un projet de plan de développement économique avant qu'on approuve un tel projet. Et je demande au maire, en vertu toujours de l'article 52, de s'assurer que le dit rapport d'étude complet soit déposé aux membres du Conseil préalablement à une prise de décision pour ce projet de résolution. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Alan? Merci. I have to say that I'm a little bit uncomfortable with the fact that there seems to be a split with two of our councillors and my opinions, and I want to just once again reiterate that I value having you as fellow councillors and I value hearing your opinions. I value it as part of democracy in action. I take a different cut, a different slice on this, and I just want to say in the beginning, I don't know if you really meant it, but I do reject the fact that my supporting this is a sign of a lack of ethics on my part. I hope that's not what you meant. No, I said I considered it a lack Okay. of ethics on my part. All right. It's for you to decide whether you consider it as a lack of ethics Thank you. on your part. Thank you. Well, I don't consider it a lack of ethics, and I'll explain why. C'est parce que, pour moi, quand la ville paye pour quelque chose, quand la ville a un budget annuel pour le soutien d'une activité, elle devrait avoir plus de surveillance, plus de contrôle sur ce qu'elle fait. Et je pense que
la Corporation de développement économique est quelque chose de très important. Il ne faut pas la détruire. On ne veut pas éliminer, mais on veut s'assurer que le contrôle de ces activités soit intégré à la ville, à l'administration de la ville. Il y a une autre solution, c'est qu'on dise que les octrois à la corporation pourraient être aléatoires. Suite à une étude chaque année, est-ce que, tu sais, le genre de choses que tu dis, est-ce qu'on va étudier les bénéfices cette année, est-ce qu'on fait ceci ou on fait cela? Moi, je pense qu'on est mieux d'intégrer, on est mieux de mettre la corporation sous le contrôle de la ville pour avoir une meilleure collaboration. C'est pour ça que je suis en faveur. Je pense que c'est une meilleure gestion des ressources financières de la ville et c'est simplement pour ça que j'appuie la demande. Ou la proposition. Of course, yeah. How do you know it's, we've seen that some costs are going up, some costs are going up. We've seen apparently that some costs are going up and some costs are going down, but we don't know what those costs reflect, what we're going to get more in return for our money. So do you not feel a need to understand the consequences? We're having a true democratic debate here, and I will say that without making any assumptions, I would be willing to vote in favor of postponing the vote. I'm willing to rally to the opinions that you have, but without any prejudice. I think we should just start from scratch, and maybe have the leadership of the corporation, who I believe have negotiated in good faith with the administration. I believe that there is an agreement that this is a good thing. But in terms of being an open democratic process, perhaps we can arrange a meeting and then have a vote at another date. Without any other complicated things, let's have that discussion. So I can rally to say, let's postpone the vote. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pardon. Comme Linda, j'aimerais ça Monsieur le maire, j'aimerais ça relancer c'est moi qui comme dirige. Linda. Pardon, Madame Au Lebel. même titre Je que dirige Linda. l'Assemblée. Attendez votre tour. Je vais vous donner le tour. Merci. Je vais vous donner le tour. OK? Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Oui, Marc-André. Mon opinion est la même que mon confrère Alan. C'est que je trouve qu'on ne détient pas assez d'informations étoffées pour prendre une décision lucide par rapport à cet enjeu-là. Je pense que c'est un enjeu qui a quand même des conséquences et on n'en est pas à un mois proche là, pour prendre une décision. Moi, j'aimerais ça qu'on nous fournisse une étude plus approfondie avec vraiment tous les détails pour qu'on soit en mesure de prendre une décision qu'on ne regrettera pas après coup. Donc, moi, je prône qu'on remette la décision sur ce dossier. Madame Lebel. En fait, je voulais juste préciser à Alan qu'on n'a pas besoin d'intégrer une organisation au BNL à une municipalité pour en faire un suivi. On peut, dans le cadre d'un règlement de contrôle budgétaire, d'ailleurs, ça fait partie du rôle du directeur général, mais on pourrait, à la rigueur, ajouter dans le règlement de contrôle budgétaire un article qui stipule que le directeur général fait des suivis auprès d'un organisme communautaire qu'on appelle de service public. Merci. Oui. Alors donc, je vais m'exprimer. C'est à mon tour. Pour moi, ce n'est pas une décision qui est bien complexe, qui est bien compliquée, là. Est-ce que ça demande une étude pour voir les risques d'intégrer la Corporation de développement économique? Le développement économique, la question fondamentale, c'est est-ce que c'est une priorité pour la ville, le développement économique? C'est ça la question. Est-ce que c'est une priorité pour la ville? On peut avoir des opinions différentes. L'opinion du maire, ici, c'est que oui, c'est une priorité
pour le maire de Sutton, ça devrait être une priorité pour le conseil de Sutton et ça devrait être une priorité pour l'administration de Sutton. Les régions partout dans le monde qui sont les plus performantes au niveau économique, imaginez-vous donc que c'est à partir des municipalités. C'est les municipalités qui sont le facteur déterminant pour la croissance d'une région. Pourquoi nous autres, on a un indice de vitalité économique de 0,0013, juste sur la barre de devenir négatif en termes de vitalité économique? Question qu'il faut se poser, est-ce qu'on s'est suffisamment occupé de développement économique? On peut bien laisser au CLD le développement économique. Je suis administrateur du CLD. J'ai proposé ma candidature au CLD justement pour m'assurer que Sutton, on ait à un moment donné des retombées du CLD. Mais force est de constater, après un an, il n'y a pas de baguette magique, là. J'essaie de développer avec des entreprises ici de Sutton l'aide du CLD, mais ce n'est pas le CLD qui fait le développement économique. C'est les gens qui sont ici dans la salle. Puis, quel est le rôle de la ville là-dedans? On n'a pas besoin d'une étude de 50 pages pour savoir que le rôle de la ville, c'est un rôle de leadership. C'est un rôle de leadership qu'on essaie de plus en plus de jouer depuis la dernière année avec la Corporation de développement économique. C'est d'être un leader, par exemple, pour travailler sur le tourisme, pour travailler avec eux sur des demandes de subventions pour aller chercher finalement un plus grand dynamisme au niveau touristique à Sutton, de travailler sur l'aide alimentaire, puis de travailler avec une table de concertation alimentaire, de travailler sur le marché de Noël, dans lequel, sans la collaboration de la Ville, je pense que tout le monde est prêt à admettre que la Ville a fait beaucoup cette année pour le marché de Noël. On a installé finalement l'électricité, on a pris ça, on a amorti, on a amené, je pense, 11 000 personnes cette année au marché de Noël. Toutes des choses pour le développement économique de nos commerçants dans la ville. Si on n'a pas Mont-Sutton, au bout de la ligne, on a un sérieux problème touristique ici, puis de survie de la ville. Ça prend dessus, c'est-tu un no-brainer ou il faut une étude détaillée avec un consultant qui va nous amener les avantages économiques? Bon, est-ce que je peux exprimer mon opinion pareil, là? Je pense que je suis un peu concerné par ça, là. Un maire qui ne se préoccupe pas de développement économique manquerait à son devoir fiduciaire. Je suis sérieux. On a un rôle fiduciaire en tant que gestionnaire ici de développer l'économie de Sutton. L'indice de vitalité économique, là, sur le 0,0013, là, on est 15e de 16 municipalités dans la MRC. C'est tout ça qu'on veut? Est-ce qu'on a le mandat, nous, de développer l'habitation? On n'a pas de ministère de l'habitation, sauf qu'on a décidé, on a pris une décision que pour développer le Vieux-Verger, ça prenait finalement une orientation, puis il fallait que la ville s'implique. Est-ce qu'on a fait une grande étude là-dessus au bout de la ligne? Non. On a fait finalement une décision qui nous apparaissait la meilleure dans les circonstances, la meilleure pour les intérêts collectifs de la ville. Il n'y a aucune autre décision qu'on a prise depuis cette année qui n'est pas dans l'intérêt collectif de la municipalité ici. Pour moi, c'est un incontournable. Maintenant, si on veut prendre le temps d'en discuter, prenons le temps d'en discuter. Mais sauf que pour moi, ça fait déjà 6 mois, 1 an qu'on travaille avec la Corporation de développement économique. Et je pense que c'est dans le meilleur intérêt de la collectivité ici à Sutton. Alors, donc, le vote. Est-ce que tu peux ajouter? Allez-y. Pour le monde dans la salle, je peux bien imaginer que vous pouvez penser, mon Dieu, c'est un conseil difficile, n'est-ce pas? Pose les questions, pas capable de prendre des décisions. Et puis pas capable de prendre une décision, donc on peut bien imaginer que c'est d'un tout intérêt pour M. le maire de prendre un rôle de leadership, de prendre les décisions. Mais notre rôle, comme élu, c'est de prendre les décisions. C'est nous qui prenons les décisions. C'est nous qui doivons voter pour les choses. Et moi, autant que les autres membres du conseil sont fort capables de prendre des décisions. On a tout aussi nos bagages personnels.
On a tout pris les décisions. Donc, si quelqu'un me donne un dossier avec l'information nécessaire et demande de faire une décision, je suis plus que capable, comme tous les autres membres du conseil. Donc, ce n'est pas nécessaire de passer au-dessus de la tête du conseil et arriver avec les propositions presque comme c'est tout réglé. Donc, je propose, j'espère bien qu'à partir du 1er janvier 2023, on est capable de travailler vraiment ensemble, d'accorder aux membres du conseil le pouvoir nécessaire de faire ce qu'on est supposé de faire, monsieur le maire. On est capable de prendre des décisions, avoir de confiance envers nous, comme vous voulez la confiance envers vous, et vous pouvez voir vraiment une performance, parce que comme on dit, oui, on comprend très bien que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et c'est loin que je vais faire et pas vite. OK. Alors donc, est-ce qu'on prend le vote? Est-ce qu'il y a une proposition pour reporter? J'en ai. Est-ce que j'ai fait une proposition pour reporter? Excuse-moi, Alain, j'ai excuse-moi. excuse me. No, that's okay. I just wanted to make sure what it is we're actually voting for. We're just checking that out. C'est quoi exactement? Excellent point, ça. J'ai fait une proposition. Robert, est-ce que je peux? Monsieur le maire? Vas-y. Ma proposition, c'est que on reporte la décision, qu'on mandate la direction générale de nous déposer un rapport sur le diagnostic, la situation, les objectifs et la réussite de cette intégration-là, incluant peut-être un petit projet de plan de développement économique pour la municipalité. Et j'en profite pour demander au maire s'assurer que le rapport va nous être déposé avant qu'on prenne la décision. C'est la proposition. Tu l'as plus. Tu as la proposition. Vas-y. Donc, je veux proposer un amendement à la proposition. Parce que je crois que dans les circonstances actuelles, je lis le ton et l'idée du conseil qu'il faut qu'on est d'accord pour reporter. Mais je ne suis pas d'accord de faire un vote sur un mandat pour faire une étude en profondeur et un rapport en profondeur. Moi, ce que je soutiens, c'est plutôt de façon informelle. Je voterai en faveur d'un report du vote et en faveur d'une rencontre entre le corpo et le conseil et qu'on discute de où on en est avec tout ça. Je ne veux pas faire un mandat plus formel que ça. Alors, ma proposition, c'est qu'on dise tout simplement, on reporte le vote. Point la ligne. Alors, y a-t-il quelqu'un qui se compte ça? Parce que c'est un amendement. Donc, c'est secondé. Alors, on vote sur cet amendement-là de reporter donc la discussion. Alors, qui est en faveur? Attends, on vote sur le On vote sur l'amendement, sur le report. C'est simplement de certifier on vote le sur rapport. l'amendement. Seulement. Je suis... Donc, qui est d'accord? OK. Parce que je crois qu'on a besoin au moins comme une note de service, quelque chose. Alors, qui est contre? Qui est contre le rapport? Non, qui est contre l'amendement? C'est l'amendement, mais c'est le rapport qui... L'amendement, c'est de... L'amendement, c'est le rapport. Là, c'est de reporter. C'est de reporter. Oui. Donc, vous avez voté pour. Qui est contre le report? Si l'amendement ne passe pas, on revient à la proposition originale. Et si l'amendement passe, that's it. Fait que là, l'amendement... C'est de reporter. C'est de reporter. Reporter. Alors, qui est contre le report? Personne? Parfait. Toi? Vous avez voté pour le rapport. Alors, j'essaie de résumer. Alan, Linda, excusez-moi, Carole a une proposition, Alan a une modification de la proposition. On propose le simple report sans aucun autre ajout. Exactement. Ça semble être accepté à l'unanimité. Il y avait 5 personnes, mais personne, après ça, M. le maire a demandé qui était contre et personne n'a levé la main. Donc, là, Un contre-amendement. Comment on fait ça? C'est l'amendement. Comment ça fonctionne, le contre-amendement? Est-ce qu'on peut régler une question à la fois? Parce que ça va être complètement illisible dans le procès verbal. Là, donc, allons-y avec une proposition, on la vote pour, contre, on en fait une deuxième, pour, contre, une troisième. Non, attends un peu, on peut faire un contre-amendement.
Non, mais pas... Non. Parce que c'est pas une assemblée selon le code Morin, c'est une assemblée selon le code municipal et ça fonctionne. Une proposition, on l'accepte, on la refuse, on en fait une deuxième après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, alors, tu veux faire une proposition qui est... Le report et d'avoir minimalement une note de service. Ouais. Minimum. Une note de service, c'est pas grand-chose. Il y en a une note de service, moi tu la feras plus explicite. Ouais, la ligne. OK. Alors, on vote sur quoi? Et qui est pour et qui est contre? Alors, non, mais de toute façon, on va reporter puis on va reprendre la discussion là, parce qu'on va arrêter ça là, quand même. Là. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord unanimement à reporter le point à une séance du conseil ultérieur? Oui. Merci. OK. Appui à la 7.2, appui à la MRC Brome-Missisquoi d'une demande de subvention pour l'optimisation des services en géomatique. Qui propose second? Secondé par Marc-André. Je vais demander le vote. Non, c'est une blague. Excusez-moi, là, j'en ai perdu mon latin. Qui a proposé? Ah, parfait, merci. Marie-Josée puis Marc-André. Et Marc-André, parfait, merci. Examen et approbation de la liste des comptes à payer. Qui propose second? Je propose. Secondé par Allen. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif, c'est un dépôt. Adoption du premier projet de PCC-MOI sur les projets particuliers sur le 61 rue Principale Nord. Claude? Donc, nous sommes à 10.2 et là, Claude, 10.2. 2 petites minutes, je vais aller mettre le PowerPoint. Du moins, je vais essayer. À date, j'ai pas beaucoup de succès. Voilà, on est à 10.4, 10.1, 10.2. Ah. Non. Oui, ça s'en vient. Ou pas. On va. Ce serait beaucoup plus simple, ou peut-être pas. Il est clairement nécessaire, l'amélioration. Je pense que c'était une erreur 13, ça, là. On va tout recommencer. Tu peux-tu commencer quand même les explications, Oui, Claude? Ça sent bien. Le projet, dans le fond, c'est une demande de PPC-MOI. Le projet vise à remplacer la vocation résidentielle de l'immeuble qui est localisé au 61 rue Principale Nord, de passer de résidentiel à un usage commercial, soit un centre de ressourcement, d'éducation et de travail personnel. C'est vu qu'on est en PPC-MOI parce que l'usage commercial n'est pas autorisé dans le secteur. C'est le but de viser uniquement la propriété avec l'usage que je viens de vous mentionner. Ça a fait l'objet d'une analyse par le comité consultatif qui en fait une recommandation et avec certaines conditions. Considérant la crise du logement, la situation problématique du logement qu'on connaît à Sutton, entre autres, le comité consultatif est d'accord avec le fait qu'on peut une activité commerciale demandée, mais prévoit certaines conditions, puis juste pour être sûr quoi. Ah, les conditions là, OK. Fait que dans le fond, vous avez les conditions que vous avez à l'écran. La première, c'est que de maintenir tout au moins une unité de logement qui n'autorise pas l'hébergement de location court terme. C'est une nouvelle approche, dans le fond, que le comité propose au conseil. C'est de dire que lorsqu'on veut faire de la conversion d'unités, on ne veut pas avoir un bilan négatif de logement. On ne veut pas que des logements disparaissent, on en manque déjà, on ne voudrait pas diminuer. Que d'autoriser l'usage à l'effet commercial, oui, mais pas s'il y a perte complète de logement. Fait que le projet doit intégrer le maintien d'un logement ou la transformation pour qu'il y ait un logement en même temps que l'activité commerciale. Et le logement qui peut être aménagé autant dans le bâtiment principal existant qu'une autre approche qu'on veut mettre de l'avant au niveau du plan d'urbanisme aussi, ça pourrait être aménagé dans un bâtiment accessoire qui serait sur le terrain, comme un deuxième bâtiment, mais pour de la location long terme et non pas de la location court terme. Donc, c'est la création d'un logement permanent. Et vous avez aussi comme deuxième condition, dans le fond, c'est plus une autorisation élargie. C'est que, advenant que le projet cesse à un moment donné au niveau de l'activité commerciale, la possibilité aussi d'autoriser la densification de l'usage résidentiel qui est là. Vous avez présentement un bâtiment. Oui,
tu as fait disparaître l'image. Mais Oui, je viens. non, je fais par là. C'est un bâtiment quand même de grand gabarit qui pourrait définitivement accueillir plus d'un logement. Et ça fait partie des orientations qu'on veut se donner au niveau du logement, je vous dis tantôt. On ne veut pas perdre des logements. Puis si on est capable de densifier les immeubles de ce gabarit-là et de permettre, dans le fond, au lieu d'avoir une seule famille, qu'on puisse en avoir plus d'une, c'est ce qu'on met là-dedans, c'est que c'est une opportunité qui serait accordée dans le cadre du PPC Moelle de densifier l'unité advenant que le commercial ne serait plus présent, de pouvoir densifier jusqu'à 4 logements à l'intérieur du bâtiment. Donc dans le fond, le PPC Moelle nous donne l'opportunité là, de lancer des nouvelles lignes pour trouver des façons là, un peu novatrices là, d'améliorer la situation du logement, puis à tout sûr, ne pas la remplir. La recommandation est faite dans ce sens au conseil municipal qui a adopté, s'il est d'accord, un premier projet de PPC ce soir. Donc, proposeur secondaire pour en discuter. Il y aura consultation publique le 26 janvier. Vous permettez? Tu proposes? Oui. Qui seconde? Thérèse? Oui. J'ai plusieurs questions, s'il vous plaît, c'est pas si je suis pour comprendre. Donc, je veux comprendre, dans un premier temps, est-ce qu'il y a déjà un bâtiment accessoire? Oui, il y a déjà un bâtiment accessoire. Oui. Donc, on dit, OK, il faut avoir un logement, soit à l'intérieur, soit dans le bâtiment accessoire, mais ça doit être pas à court terme, donc 30 jours et plus. Mais évidemment, on n'a pas de contrôle de dire, donc si la personne dit, OK, voilà un logement, mais j'ai aucune intention de le louer, il n'y a rien qu'on peut faire. Ben ça, c'est le même principe de tout logement. Si quelqu'un veut laisser un logement vacant, c'est ça, c'est un local vacant, c'est un local vacant. Non, je sais que ça va être un peu bizarre, mais si vous avez quelqu'un qui veut vraiment une promesse, oui. qui n'a pas d'intérêt de louer à quelqu'un, parce que louer à quelqu'un à long terme, c'est pas comme hyper évident. Donc... Si tu permets, Linda, je peux peut-être ajouter un détail des échanges qui ont eu lieu entre les demandeurs et le service de l'urbanisme. Les demandeurs, effectivement, ont l'intérêt d'aménager et l'intention d'aménager un logement à l'intérieur du bâtiment principal. Donc, le bâtiment principal ne sera pas, c'est déjà sur la table de dessin, d'inclure un logement dans le bâtiment principal. OK. Et quant à l'autre élément, permettre la densification, est-ce que ça, c'est dans le but que, OK, maintenant, on a le PPC Moelle, et un PPC Moelle dont les propriétaires actuels peuvent faire le ressources humaines, etc. Mais si jamais dans le futur, ils vendent le bâtiment et quelqu'un d'autre achète le bâtiment sans une autre demande de PPC Moelle, eux aussi, ils vont avoir le droit d'avoir plus 4 unités de logement conformes. C'est l'objectif de la recommandation. Okay. C'est d'éviter de revenir continuellement en modification. Et puis, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a lieu de également inclure cette notion que ce n'est pas pour l'unité de logement à court terme? Entièrement d'accord. C'était dans l'intention, mais effectivement, c'est pas risqué. Tu as raison. OK, merci. Ça va? Autre question? Donc, ça va? On est d'accord là-dessus? Merci pour la précision, Claude. Donc, c'est approuvé avec modification. Oui, la possibilité de densification résidentielle jusqu'à un maximum de 4 logements, c'est des logements qui ne sont pas destinés à la location publique. OK, 10.3, c'est sur Road Notch. Est-ce qu'on a voté? Oui, bien, Il y a pas de vote, il y avait un proposeur secondaire, Marc-André et Thérèse. Ah, OK. Personne n'a demandé le vote, à moins que vous demandiez le vote. On va tenter de prendre une habitude. Oui, c'est ça. 10.3, donc Old Notch. On en a parlé tantôt. Oui, non, on a parlé de Smith Hill. Smith Hill. Smith Hill. Ici, on est en demande d'usage conditionnel pour la construction d'une résidence dans une zone de conservation, la zone de conservation 01. On est en Old Notch? Oui, Old Notch. Et juste pour... on s'aperçoit de plus en plus, c'est quelque chose qu'on devrait adresser dans la prochaine réglementation. On parle de zones de conservation, mais ce ne sont pas des zones avec un statut de conservation, c'est des zones qui s'appellent conservation, et dans l'intérieur de laquelle les usages sont pratiquement tous interdits, sauf le résidentiel, dans la mesure où il y a une demande d'usage conditionnel qui est présentée. Et c'est ce que nous avons ce soir devant nous.
On a une demande pour autoriser la construction d'une résidence unifamiliale avec cabane à sucre attenante. Fait que quand vous regardez l'image en bas à droite, la partie gauche plus élevée, c'est le côté résidentiel, et la partie droite un peu plus abaissée, c'est la partie cabane à sucre. OK. Alors, Le projet, c'est ça, a été analysé par le service. Sa job, c'était de vérifier si c'est conforme au zonage, au règlement de construction. Le comité consultatif a évalué la conformité aux objectifs et critères du règlement sur l'usage conditionnel et en fait la recommandation au conseil. proposeur secondaire? Bien, ça prendrait un proposeur secondaire. Propose. Qui seconde? Thérèse? Demander le vote. OK. Alors, pourquoi? Pourquoi? Je vais entendre Marie-Josée. Une des recommandations, je pense qu'on voulait le... Pardon? On va faire ça aussi. Oui, c'est ça. Une des recommandations, c'est de s'assurer que les recommandations de l'étude de caractérisation qui a été effectuée par Flex Innov, une firme de biologistes, de respecter la bande riveraine d'un cours d'eau qui n'est pas sur le terrain, mais qui est adjacent. Alors donc, bien délimiter l'emplacement de ce cours d'eau-là pour éviter qu'il y ait un empiètement sur la bande riveraine. Puis il y a aussi des pochettes c'est pas vraiment des milieux humides, mais on parle de zones humides qui sont situées dans les parties plus basses à certains endroits, donc d'éviter d'empiéter dans ces milieux-là pour préserver la biodiversité. Est-ce qu'on peut savoir le numéro civique? Oui. Non, le numéro civique n'est pas encore donné. On a un numéro, je peux vous donner le numéro de l'eau. Ah, de l'eau. Mais le numéro civique n'est pas encore donné puisque le terrain est vacant. C'est à côté de quel? Le voisin. Parce que j'ai été sur ce qu'on nous donnait, l'endroit Vallée, je l'ai inscrit au moins 3 fois. Je n'ai pas eu de réponse, alors je voulais savoir. On était supposé être capable de savoir. Ben, avec le numéro de l'eau puis les outils de recherche qui sont disponibles sur le site de la ville, effectivement, c'est possible. En tapant le numéro de l'eau, vous allez directement sur la carte, vous le localisez directement. Mais j'espère pas me tromper. Si je vous parle de 869, 889 dans ces eaux-là, est-ce que je me trompe? Est-ce que ça ferait du sens pour vous? Je vais de mémoire, là, je l'ai pour ça. Hein? J'aurais dit la même chose. Ouais. C'est après le 869. C'est entre le 869 et le 889, je ne me trompe pas là. OK. Je ne sais pas si ça vous aide. On a notre numéro de cadastre, là, vous pouvez rien. Nous autres, dans nos cadastres, on en a du bruit, puis c'est pas du tout la même chose. Et quand on considère que c'est peut-être précédent. Madame, si vous voulez aller au micro, on va vous entendre, sinon on vous entend. Je ne sais pas si c'est la bonne. C'est vite. Oui, madame. Restez assise. Restez assise. En fait, je ne sais pas si je comprends la situation de la conservation. On nous demande des fois de laisser des terrains, puis on pense que c'est réservé pour extant. Alors, je me trompe peut-être sur la signification qui était inscrite, que ce terrain-là était supposé être réservé. Je ne sais pas. Non, mais c'est un peu, madame, ce que je tentais de dire tantôt, puis je vais réinciter. On utilise le terme généralement, comme vous dites, conservation. C'est des terrains qui ont un statut de conservation, puis on n'y touche pas. On en a beaucoup de terrains comme ça. Je pense qu'on a fait l'inventaire qui est rendu à 17% du territoire là, de Sutton qui est comme ça.
c'est pas ce genre de terrain-là. Ce terrain-là est destiné à une attention particulière. Il ne faut pas développer ça comme des malades, c'est pour ça qu'il y a des dispositions différentes qui s'appliquent, mais ce n'est pas un terrain qui a été identifié comme de la conservation permanente. OK. Puis juste une précision peut-être pour le côté cabane à sucre, on ne parle pas de cabane à sucre commerciale. C'est vraiment une cabane à sucre individuelle. Il n'y a pas question d'accueillir des gens pour s'offrir des repas familiales. On a déjà vu sur au Notch, il n'y a pas de problème. Il parlait qu'on appelle ça, pensez le même ruisseau qui passe chez moi. Et puis, tout le monde fait bien attention. Moi, une année, j'ai eu de l'eau qui était que la ville avait faite. Et puis, disons qu'on a eu un terrain qui a tombé, là, puis on était vraiment... Là, ils nous offraient à prendre notre terrain, puis le payer, puis diviser notre terrain en deux, ça n'avait pas aucun bon sens. Et puis, disons que c'est pour ça qu'on essaie de faire le plus possible attention à tout ce qu'on a autour de nous autres, les animaux, et les choses comme ça. Alors, pour ça, je voulais avoir plus de renseignements pour la place. OK. Là, vous me rassurez sur la cabane à sucre. Si je peux aider à vérifier la situation, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Puis, je m'excuse de vous avoir demandé d'aller au micro. On aurait dû apporter le micro chez vous, ça aurait été plus simple. Je vais en prendre bonne note. OK, donc on a demandé le vote là-dessus. Est-ce que... Qui est pour... Vas-y. Oui, ben c'est ça. Moi, je vais voter contre cette résolution. Il y a toujours une ambiguïté dans l'application du règlement sur les usages conditionnels. Puis je pense que la superficie des lots créés, là, moi, je le lis comme qui ont été créés, mais ou à créer, là, cette ambiguïté-là m'amène à voter contre du fait que le lot actuel à 85 mètres de largeur. Le lot actuel a 85 mètres de largeur. Et selon le règlement sur les usages conditionnels, ça devrait être de 120 mètres de largeur. Bon, on s'entend. Je comprends qu'il y a une ambiguïté sur le libellé, mais en ce qui me concerne, je vais voter contre du fait que la largeur de ce lot ne respecte pas intégralement les conditions du règlement sur les usages conditionnels. Et aussi pour l'esprit de l'application du règlement en lien avec la préservation des sommets, il y a aussi et tout ce qui en découle, les crêtes, les boisés, l'aménagement, le milieu naturel, et ça m'amène à la problématique de l'eau. En aval de ce terrain, il y a une propriétaire qui avait un puits qui avait 200 litres à l'heure et il est rendu à 15 litres à l'heure. Elle doit refaire creuser son puits. Donc, il y a une problématique d'eau sur Old Notch. Il y a des puits qui ont été creusés à proximité et ont dû descendre à près de 400 pieds de profondeur, pieds de profondeur. Donc, pour ces considérations, je vais voter contre. Voilà. OK. D'autres interventions? Ou Claude, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce dernier point, sur les... Non, dans le fond, c'est un peu ce que je mentionnais tantôt. Le rôle de chacun, c'est qu'au niveau de l'urbanisme, on a fait zonage et construction. Le comité consultatif recommande sur le règlement du RUC, c'est un règlement discrétionnaire, et le conseil, à sa lecture et selon sa compréhension, doit décider, tout simplement. Puis c'est bien clair comme ça, c'est la loi. Donc, qui est pour la dérogation mineure, l'usage conditionnel? Je ne sais pas si j'ai le droit de poser une question, vraiment, mais c'est... Non, pas vraiment, okay, je pense. c'est pas grave, je n'ai pas le droit. Parce que vous n'êtes pas... C'est pas la bonne personne. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas Ah, ben ça, pour les personnes intéressées, je pourrais laisser Diane parler, là, mais je me considère comme une personne intéressée, même si j'habite pas à côté. Mais c'était juste pour un point de clarification, c'est-à-dire cette histoire de frontage. Je pensais que le frontage, c'était un truc normatif. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer? La dimension du frontage, on peut interpréter, on peut discuter, mais ça fait partie effectivement du règlement sur les usages conditionnels.
Et l'application de ce qui est dans le règlement sur les usages conditionnels, la loi est claire, c'est un règlement discrétionnaire. Ce n'est pas le travail d'un fonctionnaire de le faire. Nous, on vérifie ce qui est dans le zonage, ce qui est dans la construction, ce qui est du normatif, qui n'est pas négociable, entre guillemets. Le comité consultatif regarde les objectifs et les critères et du normatif qui peut être dans le règlement sur l'usage conditionnel et en fait une recommandation au conseil. Et ce soir, le conseil a à prendre une décision à la lueur de ça. Ok, mais c'est juste pour comprendre, donc ça veut dire que c'est pas dans le normatif que ça dit qu'il faut que ça aille 120 mètres de frontal, ou est-ce que ça veut dire que parce qu'on passe sur le règlement sur les usages conditionnels, on peut bypasser des règles normatives? Je sais qu'on bypasse déjà une règle normative qui est normalement on ne devrait pas mettre de maison, mais on a le droit par le règlement. Mais là, est-ce que ça veut dire aussi qu'on peut aussi bypasser toutes les autres règles? C'est ça avec le règlement sur les usages conditionnels ou? L'usage conditionnel prévoit des dispositions particulières. Et là, quand on parle du frontage, c'est le frontage qui est prévu pour un usage résidentiel. C'est uniquement dans l'usage conditionnel qu'on en parle. C'est pour ça que ça fait partie de ce règlement-là. Puis oui, ça peut être une norme, mais vu qu'il est dans un règlement discrétionnaire, c'est pas une norme de règlement. Le conseil peut discuter, peut imposer des conditions, peut travailler là-dessus. Mais là, dans ce sens-là, je me sens comme une personne doublement intéressée parce que j'ai fait partie du comité qui a travaillé très fort pour le plan de conservation de Sutton, avec Louise Gratton notamment et tout ça, et je sais très bien dans quel esprit ce règlement-là a été discuté et tout. Et l'idée était justement de mettre des normes, c'est-à-dire quand il y a des normes, quand il y a vraiment des chiffres dans le règlement, là, en tout cas, je peux vous assurer que l'intention était que le chiffre, justement, soit respecté et que ça ne soit pas discrétionnaire. Après, il y a des objectifs, il faut que ça respecte les crêtes, blablabla, mais le 120, je peux vous assurer que dans l'esprit, en tout cas, dans lequel ce règlement y a été fait, c'était parce qu'il y avait un chiffre. Je suis convaincu que vous avez raison pour l'esprit de la lettre. La problématique que j'ai, c'est qu'il y a des lois qui... OK, ça va. OK, est-ce qu'on est prêt à procéder au vote, là? Donc, on demande le vote sur l'usage conditionnel, la demande d'usage conditionnel. Qui est en faveur de l'usage conditionnel? Donc, Linda, Marc-André, Alan, Marie-Josée et Thérèse. Qui est contre? Carole. Donc, c'est approuvé. Alors, 10.4, c'est une dérogation mineure sur le chemin Smith-Hill, qu'on a vu tantôt. Oui, effectivement, M. le maire, la demande vise à réduire la marge de recul d'avant, ou la marge d'implantation, à une dimension de 20,50 mètres au lieu du 60 mètres qui est prévu. Le respect de la marge de recul à 60 mètres rend le terrain non constructible. Et la demande est faite afin de rendre le terrain constructible. Les zones contiguës ont des marges de recul dans le secteur de 10 mètres. Et ce qui nous est demandé, c'est un recul de 20,50 mètres. Ce qui est cependant recommandé, c'est de ne pas nécessairement accepter la demande telle qu'elle est déposée, de ne pas accepter le 20,50 mètres, mais plutôt de proposer d'accepter une dérogation mineure où on augmenterait la marge de recul minimum à 27,50 mètres. Le but de cette modification-là qui est proposée, c'est de s'assurer de déplacer le bâtiment dans un espace qui n'est pas en pente et dans un espace qui est également non boisé pour utiliser l'espace, le plateau qui est déjà présent sur le site qui permettrait de minimiser les impacts sur l'environnement. C'est la recommandation qui en effet de refuser dans le fond la demande telle que formulée puis d'accepter davantage une dérogation mineure à 27,50 mètres avec certaines conditions qu'on a un peu abordées tantôt, où on parle qu'aucune coupe d'arbre dans le talus en pente forte pour la création d'une vue ne soit autorisée. Un plan profil des niveaux de sol existants et projetés devra être soumis pour approbation par le service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire avant l'émission du permis de construction. Et le demandeur devra fournir un plan de gestion du chantier de construction pour approbation par le service préalablement à l'émission du permis. Le plan devra inclure notamment des mesures pour éviter toute forme d'érosion et de ruissellement vers le ruisseau du Four et pour assurer aussi de conserver la perméabilité des sols et du site réaménagé et aussi de renaturaliser rapidement les sols qui auront été dégarnis par la construction.
Puis c'est sûr que toute la question qui est toujours galvaudée un petit peu des barrières à sédiments, il y a une façon de le faire, les fiches sont données, on fait un suivi très sérieux là-dessus. On ne met pas des barrières à sédiments à 2 pouces dans les airs. Il faut couper le risque d'érosion. On va être très près des travaux qui vont être faits par l'entrepreneur là-dessus. Et il y avait également la dernière recommandation que Mme Auclair a mentionnée tantôt, c'est de recommander également de renaturaliser le chemin, pas le chemin d'accès, mais la trail, entre guillemets, qui descend, de la renaturaliser afin d'en faire un sentier pédestre plutôt qu'un sentier qui est carrossable. C'est la forme de la recommandation suivante. Proposeur secondaire, mais est-ce qu'on a un proposeur secondaire? Oui. Alors, Aline, et puis, qui seconde? Est-ce qu'il y a le secondaire? Marie-Josée? Alors, Claude, oui. Concernant la question de Concernant la question de M. Hilton, tout à l'heure, par rapport à la distance du champ de polissage, d'un champ de polissage, je ne sais pas quoi, là. Lui, c'est son puits, oui. Mais c'était en lien avec le champ de polissage ou l'éco-flow ou je ne sais pas. Est-ce qu'on serait en mesure de s'assurer que la distance est toujours la même? La distance va être encore plus loin s'il déplace la maison. Elle va être plus loin? Oui. De votre puits? Oui. OK, good. Avec parfait. la recommandation de 27 mètres. Oui, ouais. Marie-Josée. Pour simplifier un peu, là, c'est qu'en reculant la maison un petit peu, on est moins dans la pente. On va profiter du plateau existant. Il y aura moins de déblais, de remblais, de manipulation du sol. Il y aura moins de coupe d'arbres. Alors, en fait, on demande aux demandeurs de s'adapter au site et non pas de... Le problème présentement qu'on voit, c'est l'érosion. Quand on regarde le flanc de la montagne, là, on voit les racines des arbres qui sont exposées. Puis, on essaie de minimiser le dommage le plus possible. C'est un secteur forestier qui est très intéressant. Il y a un milieu, il y a un aire protégé par conservation de la nature à proximité. C'est un noyau de forestier qui a une grande biodiversité. Alors, ça vaut la peine de protéger. Tu as le ruisseau Duffer Brook qui est juste là aussi. Puis, ça descend, ça rentre dans le ruisseau. C'est un ruisseau magnifique. Oui. Parfait. Merci. Oui. Linda? Donc, peut-être plutôt une question pour Claude. Vous avez fait mention, Marie-Josée, de la question de renaturaliser le chemin carrossable à l'arrière du lot pour en faire une sentier pédestre plutôt qu'une voie carrossable. Est-ce qu'il y a lieu que ça, c'est une obligation plutôt qu'une recommandation? Parce que dans le cas d'une dérogation mineure, en principe, on peut donner, dans du sens, les conditions telles qu'on veut. J'ai aucune idée. Je pose la question à Claude. Dans le fond, la réponse, puis c'est la discussion qu'on a au comité consultatif depuis quelques temps. Lorsqu'une demande de dérogation mineure est faite, on peut imposer des conditions qui ont rapport à la dérogation mineure. Que le reboisement du sentier, ce n'est pas visé par la dérogation mineure. C'est pour ça même les conditions qu'on met au niveau du plan de chantier, c'est des choses qui sont automatiquement obligatoires anyways, parce que c'est dans le règlement. Mais la dérogation mineure, on ne peut pas commencer à mettre des conditions qui sont autres que ce qui est rattaché à la dérogation mineure. Mais Claude, est-ce qu'on ne peut pas dire à ce moment-là que le chemin existant ne respecte pas la pente de 12 puis qu'on me demande de ce qu'il soit remis en état initial? Le chemin actuel, il est dans le moins de 12 oui. OK. Est-ce qu'on est prêt? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Alors, OK. Donc, c'est approuvé. Et on est rendu sur la rue Western. Une recommandation ici de... C'est une demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, le fameux PIA, pour la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire au 14 rue Western. Le projet est également assujetti à éventuellement une demande de démolition du bâtiment qui est existant, qui sera traité au niveau du comité de démolition. Mais le comité de démolition, dans son analyse, doit aussi considérer le projet de remplacement du bâtiment, et c'est la démarche qu'on fait maintenant avec le comité consultatif d'urbanisme.
Les membres du comité ont analysé le projet qui a été soumis en fonction des objectifs et critères du PIA en vigueur. Et l'opinion des membres du comité, c'est que le projet ne prend pas appui sur les caractéristiques morphologiques et architecturales du secteur et que le projet ne s'intègre pas harmonieusement au niveau des niveaux, des reculs et des décrochés, des caractéristiques également des bâtiments avoisinants. Et que sur ce fait, il considère qu'il ne rencontre pas l'ensemble des objectifs et critères et recommande au Conseil de refuser le projet tel que présenté. Qui propose second? Alain et Marie-Josée. Donc, est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Linda? C'est simplement pour noter que... Je suis... c'est simplement pour noter que j'appuie la recommandation de refuser, mais pour moi c'est un autre exemple où la manque de précision dans notre pays n'aide pas du tout aux citoyens de proposer les bâtiments qui sont dans le sens conforme à nos intentions. Et selon ma compréhension, c'est un excellent architecte, c'est quelqu'un du secteur, donc on peut bien imaginer que selon l'architecte, la personne concernée imagine que ça correspond dans le fait que vous avez un architecte qui propose quelque chose et le CCU qui dit absolument pas du tout. Pour moi, ça veut dire clairement qu'il faut vraiment avoir une précision dans notre pays, d'être capable d'aider nos concitoyens de bâtir les choses qu'on veut avoir et d'éviter cette perte de temps. Je vais juste rajouter une petite réponse là-dessus. C'est justement une des raisons pour lesquelles on présente le projet de guide architectural. Puis, je ne voudrais pas non plus décrier un peu le travail que les membres du comité consultatif font. On a quand même des professionnels, on a aussi 2 architectes en règle qui siègent au comité consultatif d'urbanisme. On a quand même un input sur la compréhension des objectifs et sur le volet d'intégration d'un projet. C'est un architecte contre 2 qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. J'ai pas du tout l'intention de dénigrer quelqu'un n'importe quel. C'est juste, bon, mais c'est intéressant qu'il y a... Oui, mais le guide est... Ça va? Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, on refuse. Donc, on est rendu sur l'enseigne de Principal Sud. Oui, c'est un PIA, encore une fois, c'est pour une enseigne détachée du bâtiment sur la structure qui est existante. C'est une enseigne en bois qui est proposée sur un support en métal qui mériterait d'avoir un petit peu plus d'amour. Les membres sont d'accord avec les tissoliers de l'enseigne encore. Il y a une seule condition qui serait ajoutée à la recommandation d'approbation faite par le membre du CCU, c'est que la structure soit repeinte en noir pour lui donner un peu de lustre et de propreté. Alors, qui propose second? Marie-Josée et Marc-André. Donc, personne ne demande le vote là-dessus. Nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable. Oui, M. le maire, on était suite, dans le fond, à l'embauche qu'on a confirmée à la dernière rencontre du conseil de M. Frédéric Chouinard, qui était membre du CCU. Le poste est vacant depuis ce temps-là. On est allé en recrutement au début de l'automne, même avancé un peu. On a reçu 5 candidatures. Les membres du comité consultatif d'urbanisme ont rencontré 3 personnes qui étaient sur les 5 et font une recommandation au conseil de retenir Mme Francine Van Winden comme membre du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans commençant aujourd'hui. Et Mme Van Winden a une formation en architecture de paysage, une maîtrise en sciences de l'environnement et a également beaucoup d'expérience auprès du comité consultatif d'urbanisme pour avoir agi en tant que membre dans une autre municipalité pour une période de plus de 10 ans. Que les membres ont eu un échange très bon et la chimie semblait bien passer. C'est la recommandation qui est faite, elle est unanime par le membre du CCU. Proposant secondaire, Marie-Josée puis Alain, les 2 membres du comité. Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Donc, on est rendu à 10,10, 10% pour fin de parc sur le chemin Choix-Dur. Oui, c'est une demande, M. le maire, de subdivision de la propriété qui est au 693 chemin Choix-Dur. Le but est de créer 2 nouveaux terrains, 2 nouveaux lots. Le plus grand, c'est sûr que peut-être vous le voyez bien, pas de lunettes, je vois absolument rien.
La plus grande partie que vous avez, là, qui est la tête du 1 en descendant vers le bas, c'est la partie du terrain qui demeurerait avec la résidence existante au 693 Schweizer. Et la deuxième parcelle serait destinée à accueillir une nouvelle résidence. Une session pour fin de Pâques qui doit être établie. Il est recommandé que cette session-là, dans ce cas-ci, soit une session en argent. Et ce qui est également, il y a toutefois une petite condition qu'on voudrait ajouter à ça, c'est qu'on a replacé dans le secteur ou dans l'endroit où le nouveau terrain va être situé certaines contraintes environnementales, des pentes, de l'eau, des milieux humides. Donc ça, c'est pas évident que préalablement à l'émission du permis de lotissement, on voudrait avoir la démonstration effectivement que le terrain sera constructif en conformité aux règles en vigueur. Pour éviter de subdiviser un terrain si le projet ne peut pas se réaliser. C'est la condition qu'on ajouterait et d'exiger également 10 en mode d'argent. C'est 10 de la valeur du site qui s'élève à un montant de 19 500 $. Proposeur secondaire? Donc, la résolution, Claude? Est-ce qu'on peut juste proposeur secondaire avant, s'il vous plaît? Bien, je vais proposer, mais j'aimerais savoir... Qui seconde, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? On aimerait simplement voir, peut c'est voir quoi la la résolution, s'il vous plaît. Oui, mais... OK. Parce qu'il y a le moyen de mettre Je pourrais vous la lire. Considérant que la demande de lotissement effectuée par l'arpenteur géomètre Philippe Tremblay sous la minute 8033... 8033, numéro de dossier 33213, vise le remplacement du lot 5 094 603, CO 693, chemin Schweitzer, afin de créer 2 nouveaux lots. Un premier lot accueillera la résidence existante et le second est destiné à la construction d'une nouvelle résidence. Excusez-moi. Oui, voilà. Considérant qu'afin de créer les 10 lots, la demande de lotissement est assujettie aux dispositions relatives à la cession pour fin de parc de terrains de jeu ou d'espaces naturels édictées au règlement de lotissement numéro 116-1, chapitre 2, section 2. Considérant la présence potentielle d'éléments de contrainte sur le site prévu pour une nouvelle construction, tel qu'il est illustré sur la carte de la MRC de Brome-Missisquoi, pente forte et cours d'eau, il est résolu d'exiger que toute autorisation d'opération cadastrale soit conditionnelle à la démonstration préalable par le demandeur de la constructibilité du site en conformité avec la réglementation d'urbanisme en vigueur. Il est résolu aussi d'exiger du propriétaire du lot 5 094 603 le versement d'une somme équivalente à 10 de la valeur du site à être loti, sujet aux frais de cession pour fin de parc, soit une somme de 19 500 $. Est-ce qu'on est prêt à proposer seconder, juste pour voir si... Est-ce qu'on est prêt à proposer seconder? Jusqu'à maintenant, on avait déjà un proposeur qui était Carole. Et Marc-André? Bon. Mon Dieu, on a trop de proposeurs. Alors, on a trop. Alors donc, qui veut intervenir? Marie-Josée? Oui, s'il vous plaît, je voulais juste savoir, Claude, est-ce que tu peux me préciser? Est-ce que tu peux enlever juste ton masque? On entend mal. Oui. Bon. Tassez-vous. Est-ce que 693 Schweitzer, ça ne me dit rien? J'essaie de le situer. Est-ce qu'il y a y a-t-il une aire de conservation de la nature dans ce coin-là? Oui. Bien, il y a une zone de conservation à la voie, là, un peu en vert, dans la petite basse. Et les zones de statut, comme la question posée à Mme tantôt, les zones de statut protégées sont un peu plus à l'est. Parce que si on a regardé la possibilité de faire des liens, oui, on va passer sur 400 propriétés. Puis, non, ça se peut pas. C'est ça. Ben, mais ce qu'on voit en vert, c'est quoi? C'est conservation. Oui. Ça l'est, ça, le terrain de conservation? Non, c'est la zone de conservation et non pas le territoire à statut de conservation. Et ça, donc, on a récupéré l'information, on en a parlé cet après-midi. Et lors de prochains dossiers, on sera capable d'illustrer les territoires à statut de conservation également dans nos analyses. Ça devrait être très intéressant pour vous aider à prendre des décisions. OK? Oui. L'accès aux 2 terrains, ça ferait comment? Par Schweizer. C'est en haut. Oui. Okay. Le 1, la tête du 1, c'est Schweizer, la limite au nord c'est exactement ça, Pascal, merci. Il y aurait le même frontage?
Ben, les deux sont un à côté de l'autre. Et l'autre est ici. Ah, il serait séparé comme ça. Exactement. Non, ça c'est un lot. L'autre lot est ici. J'ai pas la dimension exacte, mais si c'est représenté au conseil, c'est que, le terrain est entièrement conforme aux normes du règlement de lotissement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Oui. je note dans la note de service code, il y a mention. Dans la note de service, il y a mention que le site visé par la présente opération cadastrale est adjacent à un corridor de mobilité, propriété de la ville de Sutton, faisant partie du projet de chemin de la prairie reliant le dit chemin au chemin Morgan. Oui. Et donc, je vois le mot corridor de mobilité, je pense sentier, je pense... Non, mais c'est... je ne sais pas, Pascal, si tu peux le lire. Donc, je me pose la question, donc pourquoi l'argent au lieu de... C'est ici, là? Non, ça, c'est Morgan. OK. Alors, je laisse bonne volonté, mais je ne sais pas... Regarde, je vais faire l'exercice. Ça fait longtemps que je suis ici. Ben oui, c'est le lien, effectivement, Morgan. Non. Dans le fond, si vous avez une partie ici qui appartient à la municipalité, tu avais raison, Pascal, il fallait que je me lève, qui descend ici et qui vient rejoindre effectivement le chemin Morgan. Frédéric est allé marcher le terrain pour voir s'il y a de l'intérêt à aller élargir quoi que ce soit. Puis, plus large ou moins large, il n'y a pas vraiment de gain en soi. C'est pour ça qu'on s'est dit, de faire ce morceau-là, on se retrouvait avec un morceau, dans le fond, on se retrouvait avec une bande à peu près comme ça. Le 10 %, c'est pas énorme. Puis ça serait très isolé. Puis il n'y avait pas vraiment d'avantage à avoir un espace additionnel à côté du sentier. On l'a marché, puis moi, ce que je voulais savoir, c'est si on était à l'extérieur du sentier, est-ce que la marche, si on l'aménage un jour, serait plus facile? Et c'est du pareil même, c'est un mot, c'est bon. C'est pour ça qu'on a parlé aussi avec Elisabeth, puis dans le fond, l'argent va peut-être être plus utile au fond de parc pour pas être bien investi dans d'autres. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? On est d'accord? Alors, il nous reste un item dans ce programme double. Mandat du guide architectural. Oui, oui. Écoutez, M. Maire, ce qu'on présente, dans le fond, au Conseil, c'est une note de service qu'on a obtenue de la firme Larpin, qui vise la production d'un guide architectural. Le but du guide architectural n'est pas d'écrire un PIA en tant que tel. Ce qu'on veut, c'est de faire connaître, un peu ce qu'on disait tantôt, la vision de l'architecture qu'on veut développer à Sutton, qu'est-ce qui est identitaire de Sutton. Et on ne vise pas nécessairement une approche strictement pour le noyau villageois. Ce qu'on se dit, c'est qu'un guide architectural devrait servir à faciliter les discussions avec les demandeurs, autant dans des insertions en milieu naturel que dans des insertions dans des milieux bâtis. Et c'est la proposition qui est présentée là-dedans, c'est d'arriver à la production d'un guide avec des fiches qui démontrent la vision, peut-être clarifier effectivement ce qu'on veut dire dans le règlement de PIA. Proposeur secondaire? Pardon? Est-ce qu'on peut faire proposeur secondaire avant? Alors, Hélène et puis Thérèse. Oui, on vient de le recevoir. Moi, je ne l'ai pas lu, je ne le maîtrise pas. Il y a déjà été question, quand j'étais sur le CCU, avec Patricia à l'époque, de revoir, de penser à une charte de couleurs qu'on ne veut pas, c'est-à-dire les noirs, les gris. Est-ce que ça peut s'intégrer dedans? Très bien. Très bien. Donc, ça pourrait être considéré dans l'analyse. Dans la précision du mandat, ça peut effectivement être intégré, aucun problème. Autre question? Vous allez l'ajouter? Autre question? Oui, Linda. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe ou, parce que je me souviens qu'on a passé une résolution comme il y a 18 mois, c'était une entente avec le ministre de Culture. Et donc, est-ce que je comprends qu'une partie du coût, donc premièrement, le coût c'est quoi? Et donc on dit oui à quoi exactement? Et est-ce que à l'intérieur de ce coût, il y a une subvention, Pascal? Le coût du mandat, c'est 25 500 $. Et oui, il y avait une subvention du ministère de la Culture. Et là, j'ai fait de mémoire, je pense que c'était de 40 000 $, mais c'était un ensemble de projets qui étaient subventionnés par le ministère de la Culture. Donc, quelle portion exactement de
la subvention du ministère de la Culture qui est affectée à ce projet-là. J'aurais bien de la difficulté à vous le dire, mais je peux vous dire que c'est des sommes qui sont prévues au budget 2022, par contre. Sont prévus déjà? Oui, effectivement, c'est pas un ajout, c'était vraiment prévu au budget d'opération courante. Parfait. Donc, on est d'accord avec la proposition? Oui, excellent. OK. Qui propose la levée de la séance? Linda et puis Alan. Tout le monde, en fait. C'est unanime. C'est unanime.